Luc Leploc-Ruijean, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Le Mouton Noir, 40 ans dans les coulisses de la République, un livre paru aux éditions Pygmalion, dans lequel vous revenez sur votre parcours, de votre enfance à Guingamp, à vos nominations en tant que PDG de plusieurs grandes entreprises françaises sous les mandats de François Mitterrand. Vous évoquez également les périodes plus douloureuses de votre carrière, à savoir vos démêlés judiciaires lors de l'affaire Elf et plus récemment votre incarcération au Togo. Et vous expliquez enfin dans cet ouvrage pourquoi et comment la France doit aujourd'hui réinventer son industrie. Alors avant tout, en quoi a-t-il été important pour vous de revenir sur votre parcours à travers ce livre ? Je pense que j'ai voulu expliquer que dans une ambiance un peu difficile en France aujourd'hui, qui n'a plus confiance en elle-même, que l'industrie était possible. Et j'ai voulu essayer de montrer comment il fallait réfléchir sur l'industrie d'hier et par conséquent éclairer l'industrie de demain. Et c'est le but de tout le chapitre sur ce qui a été fait en 1981 avec François Mitterrand et avec moi, et ce que l'on peut faire aujourd'hui compte tenu du nouveau contexte dans lequel nous sommes. Je vois beaucoup de gens qui sont désespérés, beaucoup de jeunes qui veulent partir de France, et je suis un grand patriote, et j'ai envie qu'ils restent en France, qu'ils fassent de la bonne industrie, c'est possible. Alors, sous les 2 mandats de François Mitterrand, vous avez été l'un des hommes clés de l'économie française. François Mitterrand, qui vous surnommait pourtant le mouton noir, du fait de votre parcours atypique, puisque vous n'êtes pas énarque. Est-ce que cela constitue un handicap dans votre carrière Ça a été une chance pour moi, parce que je suis proche du terrain et je continue à être proche du terrain. Et par conséquent, cette situation est bonne pour le travail que j'ai fait. Par contre, au moment où j'ai des difficultés, j'ai une absence de solidarité, puisque tout le monde a envie de m'embêter depuis le départ. Et donc, si jamais je trébuche, à ce moment-là, je tombe très fort, puisque les solidarités n'existent pas. Et j'explique que si jamais j'avais été effectivement énarque ou polytechnicien, jamais je n'aurais eu le parcours judiciaire que j'ai effectué, parce que si jamais le parcours judiciaire qui m'est reproché, il y a une centaine de personnes qui auraient eu le même. Alors, vous avez dirigé avec succès les 4 entreprises que sont Rhône Poulenc, EDF, GDF et la SNCF. C'est bien ça qui fait de moi un bouton noir. C'est-à-dire que si jamais j'avais été sans succès, ça aurait été magnifique pour tous les gens qui s'estiment légitimes à diriger les entreprises et qui les dirigent mal. Malheureusement pour eux, ça a été avec succès. Mais avant d'être rattrapé par l'affaire Elf, qui dénonçait donc des dérives morales dans la gestion de l'entreprise, aujourd'hui, quel est votre regard sur cette affaire ? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment aujourd'hui, que vous regrettez ? Je ne pouvais pas les faire différemment dans les mesures où ceci avait été négocié et discuté avec le chef de l'État que je considérais comme mon patron. Par conséquent, j'ai fait les choses correspondant à ce qu'il estimait être bon pour la France. Mais je vais plus loin dans le livre. J'explique que si jamais aujourd'hui un certain nombre de choses que j'avais faites à l'époque ne sont pas faites, ça a des conséquences négatives sur l'industrie et l'économie française. Et il faut bien admettre que le fait d'avoir un jugement moral sur la façon de faire des commissions à l'étranger conduit à se tirer une balle dans le pied et à avoir des marchés qu'on n'a pas. On ne peut pas à la fois faire une industrie dans 153 pays et avoir un jugement moral sur ce qu'on fait sans arrêt. C'est impossible. Est-ce que ça signifie donc qu'on ne peut pas allier véritablement profit et préoccupation éthique, et que tout ce concept de responsabilité sociale de l'entreprise, qui fait maintenant partie intégrante de l'entreprise moderne, est quelque chose qui bloque l'entreprise plus que... Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la morale. Les purs sont souvent des gens très impurs, et par conséquent tout ça est une morale anglo-saxonne où on n'est pas vu, pas pris. Et donc aujourd'hui, j'ai le regret de vous dire que dans la plupart des pays du monde, il y a des commissions qui sont versées aux chefs d'État et aux différents ministres et ainsi de suite, et que ceci est magnifiquement fait par les anglo-saxons qui permettent à leurs industriels de le faire puisque ça ne se voit pas. Donc nous avons envie
de la transparence, que ça se voit, et ensuite on dit c'est pas moral. Très bien, alors on perd des marchés. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, l'industrie française ne va pas bien, comme vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage. Selon vous, quelle méthode est-ce qu'il faudrait adopter pour la relever? Je crois que pour l'industrie française, la première chose qu'il faut constater, c'est que dans un certain nombre de cas, elle est mal dirigée, elle est mal managée. Elle est mal managée parce que les gens qui sont devenus des managers sont issus d'un corps social qui ne sait pas ce qu'est l'industrie et qui ne sait pas ce que sont les gens qui travaillent, les techniciens, les ingénieurs, et n'arrive pas à les diriger convenablement en les motivant. Et ce qui est affreux aujourd'hui, c'est le nombre d'entreprises françaises qui sont démotivées du sol au plafond. Bon, alors il faut avoir des bons managers, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, dans l'état où on est aujourd'hui, c'est qu'il faut donner la chance maximale aux jeunes. Et les jeunes aujourd'hui, on espère, sont bien formés et il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Alors dans un certain nombre de cas, c'est fait, mais malheureusement, pour les jeunes Français, souvent ils sont obligés d'aller à l'étranger pour se faire reconnaître. Soit ils restent à l'étranger, soit ils reviennent. Mais j'en ai vu un tout récemment qui dit ben, moi, c'est grâce à la présentation de mon projet à Las Vegas que soudain les choses se sont éclairées pour moi, mais j'étais chômeur avant. Donc je crois que nous devons absolument considérer que la véritable formation, la véritable école, c'est l'école de la vie. Et qu'on ne peut pas déterminer la capacité managériale d'un individu entre 18 et 20 ans parce qu'il a réussi un concours et qu'il a un cursus que l'on estime bon. Il faut certes de la compétence, mais ensuite il faut du caractère. Et il faut que l'école de la vie vous apprenne beaucoup plus. On oublie finalement beaucoup ce que l'école vous a enseigné, mais par contre on a une méthode de travail, une méthode de compréhension qui va vous permettre de faire les choses, et c'est l'école de la vie qui va vous apprendre à faire et à devenir manager et à diriger une entreprise industrielle.